résumé de Père riche, Père pauvre par chapitre. Chapitre 1, un père riche, un père pauvre. L'histoire de Robert Kiyosaki et Mike commence en 1956 à Hawaï, quand les deux garçons avaient 9 ans. Leur premier projet d'enrichissement était une entreprise de fabrication de faux nickel. Ils ont fabriqué des moules en plâtre avec les pièces de monnaie et ont fait fondre des tubes de dentifrice au plomb et ont rempli les moules pour produire les pièces de monnaie. Leur plan a été déjoué par le père de Mike, qui a informé les garçons de leur activité illégale. Après ce jour, les garçons ont consacré leur temps libre à se pencher sur les finances et l'économie, en s'inspirant du père de Mike, le père riche. La première leçon que le père de Mike a fait vivre aux garçons a été la haine de la course au rat. Il y est parvenu en faisant travailler les garçons dans une de ses épiceries pendant 3 heures pour un salaire de 10 cents de l'heure. En quelques semaines, Kiyosaki, fatigué d'être exploité pour son travail, a exigé qu'il reçoive une augmentation, mais au lieu de cela, le père de Mike a réduit son salaire et lui a dit de travailler gratuitement. Finalement, les deux garçons, fatigués d'être sous-estimés et non payés, ont rencontré individuellement le père de Mike. Lors de leur rencontre avec le père riche, celui-ci s'est excusé pour le manque de salaire et leur a proposé soit la morale de la leçon, soit une augmentation de salaire. Les deux garçons ont choisi d'apprendre la morale de la leçon, tandis que le père riche leur a proposé une augmentation de salaire. Il a commencé à 25 cents, $1, $2 et même $5, ce qui aurait été considéré comme une grosse somme d'argent pour un salaire horaire, mais les garçons sont restés fermes dans leur décision d'apprendre la morale de la leçon. La leçon pour sortir de la course au rat est au lieu de passer votre vie entière à travailler pour mettre un peu d'argent dans votre poche et un tas d'argent dans la poche de quelqu'un d'autre, faites travailler les gens pour mettre de l'argent dans votre poche. De toutes les leçons qui ont été enseignées aux garçons, celle-ci est la plus importante. Kiyosaki et Lecteur 28 à 35. Chapitre 2, les riches ne travaillent pas pour l'argent. L'auteur dit à ses lecteurs d'oublier la notion que la vie enseigne. Il dit que, la seule chose que la vie fait, c'est vous pousser à bout. Ce chapitre parle des personnes qui sont plus à l'aise pour jouer la sécurité parce qu'on ne leur a pas appris très tôt à prendre des risques. L'auteur développe l'idée que les pauvres et la classe moyenne travaillent pour de l'argent, que la peur et la cupidité provoquent l'ignorance et la pauvreté, et qu'il est important d'utiliser ses émotions plutôt que de penser avec ses émotions. L'auteur souligne également que les opportunités dans la vie vont et viennent, les riches les reconnaissent instantanément et les transforment en bulles d'or. D'autres ne voient pas ces opportunités parce qu'ils sont trop occupés à chercher de l'argent et de la sécurité. Comme le dit l'auteur, eh bien, c'est tout ce qu'ils vont obtenir. Chapitre 3, pourquoi enseigner l'éducation financière? L'histoire de Kiyosaki et Mike se poursuit plus tard dans la vie, en 1990, et les deux adultes actuels ont fait des bonds incroyables en ce qui concerne leurs finances et leur statut socio-économique. Mike a pu tirer les leçons de son père et les appliquer à sa vie. Il a pris le contrôle de la grande entreprise de son père et a développé tous les aspects de l'empire. Il élève actuellement son fils pour qu'il prenne le contrôle de la société lorsqu'il prendra sa retraite. Quant à Kiyosaki, il a pu prendre sa retraite à l'âge de 47 ans avec sa femme Kim. Lors d'une réunion d'affaires à l'Edgewater Beach Hotel de Chicago, Charles Schwab, Samuel Insull, Howard Rapson, Ivor Kroeger, Léon Frazier, Richard Whitney, Arthur Cotton, Jesse Livermore et Albert Fall se sont rencontrés pour parler de différents investissements et plans d'argent. 25 ans plus tard, un rapport indiquait qu'une grande majorité de ces personnes extrêmement riches qui s'étaient rencontrées à Chicago avaient fini en prison, mortes ou sans le sou. L'idée principale à retenir des résultats de ces malheureux entrepreneurs est qu'il faut avoir des connaissances financières pour être et rester en sécurité. L'idée qui était représentée par les grands entrepreneurs des années 1920 est toujours d'actualité aujourd'hui, certains athlètes professionnels prenant de mauvaises décisions financières et se retrouvant avec presque rien. Cette leçon spécifique a pour but d'apprendre aux gens à ne pas faire preuve de sagesse avec leur argent une fois qu'ils l'ont, mais plutôt à faire preuve d'intelligence avec leur argent avant qu'ils ne l'aient.
D'une certaine manière, n'essayez pas de construire un gratte-ciel ou même une maison sans avoir d'abord construit des fondations solides. Selon M. Kiyosaki, il y a une règle, et une seule, qui peut aider une personne à construire des fondations solides, connaître la différence entre un actif et un passif, et s'assurer que vous ne contrôlez que les actifs. Kiyosaki et Lecter 56. Lorsqu'il s'agit de croyances sur la liberté d'acheter de l'argent et la possibilité de profiter de sa retraite sans craindre de vivre plus longtemps que son argent, ce chapitre saisit l'essence du plaidoyer de l'auteur pour l'indépendance financière. Il dit, l'intelligence résout les problèmes et produit de l'argent. L'argent sans intelligence financière est de l'argent qui disparaît vite. L'auteur encourage les gens à engager des personnes plus intelligentes qu'eux car en capitalisant sur les connaissances des autres, un individu intelligent construit sa propre base de connaissances et a donc plus de pouvoir sur ceux qui ne savent pas. L'auteur estime que l'éducation financière commence par une connaissance pratique de la comptabilité. Il est essentiel de connaître la différence entre l'actif et le passif. Pour rendre ces deux termes compréhensibles au lecteur, l'auteur fait un schéma rudimentaire de ces deux concepts pour les motiver à acheter des actifs afin de solidifier la colonne des actifs, tout en gardant les passifs, dépenses, au strict minimum. L'auteur affirme que les pauvres restent pauvres parce qu'ils font le contraire. Ils accumulent leurs dettes et n'ont pas d'actifs, de sorte que leurs bilans et leurs comptes de résultats sont inutilisables. Les gens doivent comprendre que, selon l'auteur, ce n'est pas le montant qu'ils gagnent, mais celui qu'ils gardent, et c'est un principe essentiel sur lequel se concentre ce chapitre. Chapitre 4. Occupez-vous de vos affaires. Dans ce chapitre, l'auteur introduit lentement le concept d'investissement immobilier et utilise l'exemple de McDonald's. Il souligne que McDonald's ne fait peut-être pas les meilleurs hamburgers du monde, mais possède les intersections et les rues les plus précieuses d'Amérique. L'auteur fait remarquer que les individus doivent s'occuper de leurs affaires s'ils souhaitent devenir financièrement autonomes. Ils ne devraient pas s'occuper des affaires de leur employeur, ils devraient s'efforcer de trouver des moyens de devenir leur propre patron et de nourrir leurs propres affaires. L'auteur poursuit sa discussion sur la constitution d'actifs. Pour lui, les actifs réels sont tout ce qui a une valeur action, obligations, fonds communs de placement, biens immobiliers productifs, billets, redevances de propriété intellectuelle, etc. Ce chapitre révèle également les préférences de l'auteur en matière d'investissement, l'immobilier et les actions. En ce qui concerne l'immobilier, il dit qu'il commence petit, qu'il échange ses biens contre des biens plus importants et qu'il retarde ensuite le paiement des impôts sur les plus-values par un mécanisme de l'IRS. Chapitre 5. L'histoire des impôts et le pouvoir des sociétés. L'auteur affirme que les pauvres laissent les grandes machines, les entreprises, les manipuler alors que les riches savent comment utiliser les grandes machines. Cela signifie que les riches possèdent les connaissances et le savoir-faire nécessaires pour utiliser le pouvoir de l'entreprise afin de protéger et d'améliorer leurs actifs. Selon l'auteur, l'avantage d'une société par rapport à celui de l'individu réside dans la façon dont les sociétés paient les impôts. Il le dit clairement, les individus gagnent de l'argent, paient des impôts sur cet argent et vivent avec ce qui reste. La société, en revanche, gagne de l'argent, dépense tout ce qu'elle peut et est imposée sur ce qui reste. L'auteur ajoute que les particuliers ne sont peut-être pas conscients de l'ampleur de la manipulation dont ils font l'objet, ils travaillent de janvier à la mi-mai pour enrichir le gouvernement en payant des impôts sur leurs revenus. Pendant ce temps, les riches sont à peine imposés. L'auteur recommande de développer son QI financier comme une façon de sortir du train-train quotidien. Pour ce faire, il faut acquérir des connaissances en matière de comptabilité, d'investissement, de compréhension des marchés et du droit. Selon lui, l'ignorance est synonyme d'intimidation, tandis que l'information se traduit par une chance de s'en sortir. Chapitre 6. Les riches inventent l'argent. L'auteur développe le concept de doute de soi. Il dit que chaque personne est née avec du talent mais que ce talent est supprimé à cause du doute de soi et de la peur. Il fait remarquer que ce ne sont pas nécessairement les personnes intelligentes et instruites qui vont de l'avant, mais les audacieux et les aventuriers.
Les gens n'avancent jamais financièrement, même s'ils ont beaucoup d'argent, parce qu'ils ont des opportunités qu'ils ne saisissent pas, souligne-t-il. La plupart d'entre eux restent assis à attendre que l'occasion se présente. L'idée de l'auteur est que les gens créent de la chance, ils ne devraient pas attendre qu'elle se présente. Il dit que c'est la même chose avec l'argent. Il faut la créer. Dans ce chapitre, l'auteur aborde l'importance de l'éducation, bien que certains critiques disent qu'il semble en minimiser l'importance. L'auteur est clair en disant, un esprit formé est un esprit riche. Dans son analyse, il y a deux types d'investisseurs, chacun ayant un état d'esprit différent, ceux qui optent pour l'investissement global et ceux qui adaptent les investissements à leurs objectifs. L'auteur encourage les gens à engager des personnes plus intelligentes qu'eux car en capitalisant sur les connaissances des autres, un individu intelligent construit sa propre base de connaissances et a donc plus de pouvoir sur ceux qui ne savent pas. Chapitre 7. Travailler pour apprendre, ne pas travailler pour de l'argent. C'est le chapitre où l'auteur parle des compétences que les individus doivent développer pour réussir financièrement. Le lecteur y trouve l'exemple d'une jeune femme titulaire d'une maîtrise en littérature anglaise qui s'est sentie offensée lorsqu'on lui a suggéré d'apprendre à vendre et à faire du marketing direct. Après tous les efforts qu'elle a dû déployer pour obtenir son diplôme, elle ne pensait pas devoir s'abaisser à ce point pour apprendre à devenir vendeuse, une profession qu'elle n'estimait pas très importante. L'auteur utilise cet exemple pour souligner qu'il y a d'autres compétences que les gens doivent cultiver pour les aider sur la voie de la liberté financière. L'auteur mentionne les compétences de gestion. Il dit que les individus doivent savoir comment gérer les flux de trésorerie, les systèmes et les personnes. Il ajoute à cela des compétences en matière de vente et de marketing. Il met tout autant l'accent sur les compétences en matière de communication. Il dit que beaucoup de gens ont le goût de la science et ont donc un grand pouvoir de connaissance, mais qu'il échoue lamentablement en matière de communication. Ce sont ces personnes qui sont, à une compétence de la grande richesse. L'auteur attire l'attention sur un trait marquant des grandes familles riches, elles donnent de l'argent en grande quantité contrairement aux pauvres qui estiment que la charité commence chez eux. Chapitre 8. Surmonter les obstacles. L'auteur estime que 5 traits de personnalité entravent l'être humain, la peur, le cynisme, la paresse, les mauvaises habitudes, l'arrogance. Il explique que s'il est normal d'avoir peur, ce qui compte, c'est la façon dont on la gère. L'auteur partage son sentiment sur son affection particulière pour le Texas et les Texans, quand ils gagnent gros et quand ils perdent, c'est spectaculaire. L'auteur soutient qu'il ne s'agit pas seulement d'une question d'équilibre mais aussi de focus. Il recommande d'ignorer les « chicken littles » du monde. Il ne s'inquiète que de la chute du ciel, passant le reste de leur vie dans le pessimisme. Il dit qu'il entend constamment les gens dire qu'ils veulent être riches, mais quand on leur suggère que l'on peut gagner de l'argent avec l'immobilier, leur première réaction est « mais je ne veux pas réparer les toilettes ». L'auteur pense qu'il est ironique qu'ils soient plus préoccupés par des futilités comme la réparation des toilettes que par ce qui les attend dans l'immobilier. Enfin, l'auteur affirme qu'il est sain d'être avide, donc face à une décision, une personne doit toujours se demander « qu'est-ce que j'y gagne ?» Chapitre 9, pour commencer. Ce chapitre est une section sur les conseils pour créer et construire une richesse personnelle. Son premier conseil est de trouver une raison plus grande que la réalité pour vous motiver. Il entend par là réveiller le génie financier en soi en donnant du pouvoir à l'esprit. Il dit que les gens doivent avoir un but précis pour vivre. L'astuce suivante consiste à nourrir l'esprit. En nourrissant l'esprit, l'auteur affirme que les gens acquièrent le pouvoir de choisir. L'auteur conseille également aux gens de choisir leurs amis avec soin. Il conseille d'éviter les personnes qui proclament sans cesse que le ciel est en train de tomber et encourage plutôt les lecteurs à passer du temps avec des personnes qui aiment parler d'argent parce qu'elles peuvent avoir de précieuses leçons à partager. L'auteur estime également que les gens devraient étudier un domaine, puis en apprendre un nouveau, bien qu'il soit important de choisir ce que l'on étudie. Voici un autre conseil que l'auteur observe que la plupart des gens ne pratiquent pas, payez-vous d'abord.
Même s'ils manquent d'argent, les gens doivent d'abord se payer eux-mêmes. Cela va de pair avec une gestion efficace de 3 choses, la trésorerie, les personnes et le temps personnel. Un autre conseil que l'auteur donne est d'être généreux. Il pense qu'il est très judicieux de bien payer son courtier, car il est un allié et vos yeux et vos oreilles sont tournés vers le marché. L'auteur suggère d'avoir des héros. Ils sont indispensables dans la vie car non seulement ils inspirent, mais ils donnent aussi l'impression que tout est si facile. Ils stimulent l'esprit humain en lui faisant penser, s'ils peuvent le faire, pourquoi pas moi? Enseignez et vous recevrez, est un autre conseil que l'auteur partage. Ces mots sont éloquents à propos de cette idée, il y a des puissances dans ce monde qui sont beaucoup plus intelligentes que nous. Vous pouvez y arriver seul, mais c'est plus facile avec l'aide des pouvoirs en place. Il suffit d'être généreux avec ce que vous avez, et les pouvoirs seront généreux avec vous. Chapitre 10, vous en voulez encore plus. En voici quelques-unes. Ce chapitre est en quelque sorte un complément au chapitre précédent. Il donne aux lecteurs des conseils supplémentaires pour les aider à obtenir des récompenses financières. L'un de ces conseils consiste à cesser de faire ce que vous faites, c'est-à-dire si cela ne fonctionne plus ou n'est plus viable. L'auteur encourage les lecteurs à rechercher de nouvelles idées, à choisir les cerveaux des personnes qui ont l'expérience et qui ont déjà fait ce que l'on aspire à faire. Il conseille de maintenir la courbe d'apprentissage, de suivre des cours, d'acheter des cassettes, d'assister à des séminaires. En ce qui concerne la recherche d'opportunités d'investissement immobilier, l'auteur recommande de chercher aux bons endroits. Une façon de le faire est de faire du jogging dans le quartier qui vous intéresse. Les gens peuvent acquérir des biens immobiliers même s'ils ne disposent pas de fonds suffisants pour l'acompte. En fait, avec un peu d'intelligence, l'auteur dit que les gens peuvent même gagner de l'argent sans capital. Thème dans Père riche, Père pauvre PDF. Un thème qui ressort de ce livre est que pour qu'un individu soit riche, il doit viser à posséder le système ou les moyens de production, plutôt que de travailler pour un autre individu. L'auteur souligne qu'il y a évidemment quelque chose de confinant dans le fait d'être un employé, cela ferme l'esprit à d'autres possibilités et cela freine l'initiative. L'intelligence financière est le plus puissant atout. En étudiant les préceptes de la comptabilité et de l'investissement, l'auteur pense que les individus pourront voir la différence entre un actif et un passif. En fait, c'est l'application plus concrète de l'apprentissage de ce qui est bien et de ce qui est mal. Générer une série de dépenses est une erreur, construire des actifs est une bonne chose. Contrairement aux individus qui gagnent et paient ensuite des impôts sur ce qu'ils gagnent, les entreprises gagnent, dépensent ce qu'elles veulent et paient des impôts sur ce qui reste. Les sociétés détiennent donc un certain pouvoir. Les riches savent comment utiliser ce pouvoir, mais pas les pauvres. L'auteur pense également que le véritable luxe est vécu lorsqu'il est la manifestation extérieure d'un investissement intelligent et de la constitution d'actifs. Si vous avez aimé, abonnez, aimez et partagez massivement. Si vous êtes encore nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous pour ne rien rater.